La situation aux Pays-Bas en ce moment est particulièrement troublée et incertaine puisque de nouvelles élections s'annoncent, des élections anticipées au mois de juin prochain, des élections qui s'annoncent aussi dans un climat très enfiévré à cause d'une rupture prématurée de la coalition au pouvoir et à cause, on y reviendra je pense à plusieurs reprises dans ce petit entretien, à cause aussi de la montée du populisme depuis maintenant une dizaine d'années dans ce pays. C'est plutôt la fin d'une image néerlandaise qui s'est produite depuis cette époque que la fin d'un système, parce que les Pays-Bas bénéficient d'une certaine image, enfin, d'ailleurs qu'ils encouragent vivement, qui est une image très positive de pays ouvert, tolérant, libéral, qui va de la drogue au mariage gay en passant par l'euthanasie, un peu le laboratoire social de l'Europe. L'image de la tolérance, qui est aussi pas seulement une image, qui est une pratique historique ancienne, mais cela dit, relevant et recouvrant beaucoup d'ambiguïté depuis toujours. Tolérance, est-ce que c'est supporter ce qu'on ne peut pas changer, ou est-ce que c'est vraiment accepter l'autre? Éternelle question philosophique, mais qui a un sens particulier aux Pays-Bas. Est-ce que c'est simplement une tolérance aussi forcée parce que le pays est depuis toujours une mosaïque confessionnels, protestants, mais catholiques, qu'on oublie toujours très importants aux Pays-Bas, qui sont pratiquement toujours constitués la majorité de la population, enfin la minorité majoritaire, on va dire. Donc les Juifs qui ont été là pendant très longtemps, donc cette tradition qui était un peu un modus vivendi. Bon. Mais aussi un très fort sentiment que les Néerlandais cultivent de leur identité, de leurs coutumes. Tout cela, bien sûr, ne se disant qu'en néerlandais, langue que personne ne comprend. Donc c'est un petit peu, quelqu'un les avait comparés aux Chinois de l'Europe. Hein. Donc un sourire commerçant aussi, hein, vis-à-vis de l'extérieur et des valeurs affichées, mais aussi à l'intérieur un fort contrôle social, bien d'ailleurs qui est commun à tous les pays nordiques, encore une fois de tradition protestante, et d'autre part un sentiment de différence entre le chez-soi et l'ailleurs. Et c'est un peu paradoxal, ce qui fait d'ailleurs ce qui a fait dire un jour à un cabaretier hollandais, j'aime beaucoup cette définition d'eux-mêmes, donnée par eux-mêmes, et difficilement traduisible, mais quelque chose comme « nous sommes sans limite nous-mêmes ». Voilà, c'est-à-dire sans frontières, mais nous restons nous-mêmes. De même aussi, disent-ils, une vieille maxime néerlandaise, à l'ouest, à l'est, mais c'est quand même chez soi qu'on est le mieux. Voilà. Donc il y a un côté très paradoxal de grande ouverture sur le monde, mais aussi un très fort enracinement local dans les traditions du pays qui échappe souvent aux touristes de passage à Amsterdam. A priori, la situation a commencé à changer à partir, en effet, de 2002. Il y a même une date que je retiens toujours un peu comme symbolique. Elle est facile parce que c'est 02-02-02, le 2 février 2002. J'étais aux Pays-Bas à ce moment-là. C'était un magnifique jour d'hiver. Et c'était un jour particulièrement joyeux parce que c'était le mariage du prince héritier, parce que le pays allait très bien. Il sortait d'un cycle de prospérité considérable, parce que tout allait bien. Il y avait des élections qui s'annonçaient, mais qui paraissaient gagnées pour la coalition de l'époque. Enfin, tout allait bien. Et puis, quelques mois plus tard, catastrophe, assassinat du leader populiste Pim Fortuyn, triomphe de son parti post-mortem, donc on va dire, aux élections, et crise économique, et tout est allé un peu de mal en pis depuis cette date, avec des hauts, des bas. Mais, alors, coup de tonnerre dans un ciel serein, ce ciel du 2 février. Bon, ben maintenant, les historiens ont beau jeu de dire que les choses se préparaient un petit peu, en effet, en avant. Et en effet, depuis le 11 septembre 2001, donc quelques mois auparavant, ces événements-là ont beaucoup bouleversé les Néerlandais pour plein de raisons, qui sont liées à une relation particulière avec les États-Unis, dont on n'a pas idée en France, qu'on a peut-être du mal à comprendre. Et les Américains, pour les Néerlandais, en dehors de la puissance militaire et économique, c'est un peuple cousin. D'abord, où ils ont beaucoup de cousins, puisque beaucoup de Néerlandais y ont émigré. Ce qu'on ne sait pas toujours en France, c'est que, par exemple, Roosevelt, c'est une famille d'origine néerlandaise. Et donc, ça crée des liens, comme on dit. Et donc, il y a une sorte d'affinité historique, religieuse, le protestantisme,
économique, etc., les Néerlandais ont souvent été les premiers ou les deuxièmes investisseurs aux États-Unis. Donc tout ça fait que le 11 septembre, alors là, pour le coup, voilà le coup de tonnerre, en effet. Et alors, qui a posé par contre-coup non seulement la situation des États-Unis, mais la situation des Pays-Bas eux-mêmes face à la question de l'islam, puisque depuis une trentaine d'années, le pays connaît une forte immigration musulmane. Oui, j'ai parlé jusqu'ici donc du premier aspect du tableau, qui est un peu la confusion et le changement d'image. Et maintenant, le deuxième aspect du tableau, qui est évidemment très lié au précédent, c'est la montée du populisme. La montée du populisme, alors c'est aussi une chose intéressante, c'est qu'on a cru justement en 2000-2002 que ce serait un feu de paille, que c'était très lié à la personnalité assez extraordinaire, enfin véritablement médiatique de Fortuyn. Là, les Néerlandais ont fait très fort. Un personnage comme ça serait difficile en France. Eh bien, la mort de Fortuyn, d'ailleurs c'était un peu l'espoir d'une bonne partie de l'establishment politique néerlandais, que lui mort, le populisme se dégonfle de lui-même. Ça ne s'est pas produit tout de suite, mais en effet, il y a eu un reflux du populisme, du moins comme force politique constituée pendant quelques temps. Et puis on voit avec Wilders, Geert Wilders, le nouvel homme fort de ce courant, qu'il remonte très fort et il est annoncé dans les sondages comme vraiment un des tout premiers partis du pays. Il sera peut-être même le premier parti du pays aux élections prochaines. C'est-à-dire autour de entre 20 et 25% des voix. Donc c'est-à-dire quand même, pour comparer, plus que le Front National en France à des élections nationales. Donc on a là évidemment un facteur à la fois d'incertitude pour l'avenir politique et puis d'interrogation. Comment se fait-il que ce populisme soit si durable? Alors là, toutes les hypothèses évidemment se font jour, mais après tout, je crois qu'il faut regarder surtout ici, dans cette Fondation pour l'innovation politique, les choses d'un point de vue un peu européen. Le populisme est un phénomène ancré durablement dans beaucoup de pays d'Europe. Et même quand il n'est pas incarné par une force politique spécifique, il inspire les forces politiques traditionnelles par des reprises thématiques sur la sécurité, sur l'immigration. Donc aux Pays-Bas, on voit la même chose, c'est-à-dire à la fois une force politique spécifique, mais aussi une infiltration, on peut dire, des thèmes populistes dans pratiquement tous les partis politiques. À quoi s'ajoute un fait auquel je tiens beaucoup, qui est quand même qu'il existe aussi, comme en France, un populisme de gauche. Que le populisme n'est pas nécessairement marqué à droite, que l'idée que le peuple a raison, que les élites le trahissent, qu'il faut se soucier de la vie quotidienne des gens, etc., après tout, peut aussi se décliner à gauche, ce qui est le cas en France et aux Pays-Bas, c'est-à-dire que ce sont la conjonction de ces deux populismes qui ont, dans les deux cas, tué le traité constitutionnel européen. Donc, on peut voir d'ailleurs d'étranges rencontres, justement contre l'Europe, entre le populisme de droite et le populisme de gauche. On le voit aussi en matière de protection sociale. Le parti pour la liberté, comme se nomme le parti populiste néerlandais, est très hostile aux réformes de l'État-providence et joue beaucoup sur le fond, par exemple, de la défense des retraites. Ce genre d'attitude, donc, qui montre à quel point tout est un peu plus complexe que des classifications élémentaires. Et ce qui me fait penser, mais l'historien n'est pas prophète, mais ce qui me fait penser quand même que le score du parti de Wilders sera fort aux élections prochaines. J'ai toujours très peur qu'on m'interroge sur est-ce que Wilders est le Pen néerlandais. Je me fie un petit peu parce qu'automatiquement il y a des images qui se mettent là-dessus et des propos qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, il n'y a pas du tout d'antisémitisme dans cette extrême droite, si on veut bien l'appeler extrême droite, en tout cas dans ce populisme néerlandais. En revanche, il y a un anti-islamisme qui est radical et qui est même beaucoup plus fort que dans le Front National, c'est-à-dire que c'est un anti-islam. Wilders est allé jusqu'à proposer l'interdiction du Coran, en disant que c'est exactement comme Mein Kampf. Vous voyez, donc ça, même Le Pen ne le dirait pas. Bon. Donc c'est très difficile de le classer, et d'autre part, il vient, lui, comme pas mal de gens qui le soutiennent, du parti libéral, du parti donc de centre-droit classique. Donc on peut dire que c'est un peu une mouvance politique difficile à cerner et qui peut donc surprendre. Et vis-à-vis de laquelle les autres partis n'ont encore, jusqu'à présent, évidemment, les partis de gauche classiques ont exclu toute collaboration avec lui, mais il n'en est pas question, mais les partis de droite sont tout sauf clairs là-dessus.